J'aime beaucoup le fait qu'on arrive à proposer des histoires différentes qu'on retrouve pas, ailleurs et ça sort vraiment du cliché du millionnaire et alors Bien on peut sûr. on peut s'éclater sur des histoires de millionnaires, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, on peut beaucoup jouer avec ces clichés-là, mais ça change. Bonjour à tous, vous écoutez Cherry on Top, le podcast spécialisé dans la romance signé Cherry Publishing. Dans cette émission, plusieurs acteurs s'interrogent autour de leur rapport à la romance, l'amour, les relations, la sexualité et la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers leur métier d'écrivain, d'éditeur, de psychologue, de sexologue, de love store, nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de me comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Pour ce dernier épisode de la saison 1, et oui, déjà le dernier épisode de la saison 1 de Cherry on Top, nous recevons Pauline Perrier. Alors déjà, pas de panique, c'est le dernier épisode, mais Cherry on Top revient à la rentrée en octobre avec plein de nouveaux épisodes, d'invités exceptionnels et de petits concepts pour vous en apprendre toujours un peu plus sur la romance que vous aimez. Je reçois donc Pauline Perrier. Portant de bien nombreuses casquettes, vous le verrez, elle est tout d'abord la fondatrice de Cherry Publishing, mais également éditrice, et comme si ça ne suffisait pas, elle est également auteure de plusieurs romans, dont un que nous aborderons un peu plus en détail dans cet épisode, Là-haut dansent les étoiles. Ensemble, on parle de ces différents métiers, de la manière dont elles jonglent entre eux, de ce que le métier d'écrivain et d'éditrice en même temps a pu lui apporter lors de la création de Cherry Publishing. On discute également de la ligne directrice et de la vision qu'elle a pour Cherry, de l'origine du projet, des difficultés rencontrées et bien sûr de ses ambitions pour l'avenir. On aborde aussi son roman Là-haut dansent les étoiles, publié chez Cherry Publishing et traitant de sujets assez difficiles comme le trouble du comportement alimentaire, l'autodestruction et l'impact des réseaux sociaux sur nos vies. Je vous souhaite donc une excellente écoute de cet épisode et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles discussions au micro de Cherry on Top. À bientôt. Donc, écoute, merci Pauline de participer à ce tout dernier épisode de la première saison de Cherry on Top. Tu vas clôturer la première saison de cette super émission que nous avons lancée. Bah, écoute, merci à toi d'avoir lancé ce beau projet. Je suis très contente qu'on ait pu porter ça au sein de chez Publishing, surtout que c'est pas encore très répandu les podcasts et on a eu des très, très beaux sujets. Et on a eu Merci. aussi des super retours, donc on peut remercier toutes nos lectrices qui nous ont écoutés et ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas forcément nos lecteurs à la base. Et donc, bah écoute, j'aimerais commencer par te demander, est-ce que tu peux un petit peu te présenter parce que tu as plein de casquettes. Les gens l'ont un peu entendu dans l'introduction que j'ai fait et bah, du coup, on aimerait bien en apprendre un petit peu plus. Euh, Oui, bah, bien sûr. Alors, je m'appelle Pauline, Pauline Perrier, j'ai 26 ans. J'ai commencé, l'entrepreneuriat, quand j'avais, 20 ou 21 ans en tant que rédactrice web. Je faisais ça en parallèle de mes études et j'ai toujours écrit et c'est vrai que j'ai eu la chance, qu'on me propose des missions, assez naturellement et ça m'a plu. C'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Après quoi, j'ai été chef de projet web. J'ai créé plusieurs, marques et produits, donc ça a été des expériences assez, formatrices et avec Simon Legouge qui a été mon mentor et qui m'a proposé, comme il savait que j'avais déjà publié, 2 romans quand on s'est connus, il m'a proposé de lancer, une maison d'édition en me disant, «Bah, par contre, ce sera dans la romance». Moi, j'étais, plutôt de l'univers, science-fiction, voire littérature contemporaine. Mhm. Donc bah, ça a été l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau, de monter un projet, en partant de zéro. Un très beau projet qui aujourd'hui publie dans 5 langues. Donc ça a bien grossi en 2 ans, mine de rien. Tu pensais pas Maintenant, que ça aurait non, quand j'ai cette commencé, portée? je bossais dans mon canapé. J'ai commencé même, je finissais mon master 2. Donc en fait, j'allais en Mhm. cours pour badger et puis je me mettais avec mon PC et je bossais pendant les cours. Et, enfin, je me rendais pas compte. Je pense que j'avais pas le recul nécessaire. J'étais encore une étudiante. Je me Ouais. rendais pas compte de. Tu te rendais pas compte que tu créais une véritable maison d'édition C'est finalement, hein. ça. Et Mm. aujourd'hui, on est une quinzaine. On publie dans 5 langues. On a Audible qui nous contacte régulièrement pour des partenariats. On a des boîtes de prod qui veulent les synopsis pour éventuellement faire des films. Enfin, ça commence à bien bouger. Donc, Et surtout que ça a bougé super vite parce que la date ouais. de création, elle est quand même assez récente Ouais, finalement. ça fait 2 ans et demi là. Donc recevoir des propositions de boîtes de prod, c'est quand même assez incroyable, je trouve, en une si petite période. C'est ça. Bah, je pense qu'on a vraiment un esprit start-up et on est une équipe aussi qui est ultra passionnée, ultra motivée. Puis on a cette double expérience avec le web.
qui Bien fait sûr. qu'on a pu grossir très vite parce on était habitués en fait à lancer des produits, alors certes différents, Mmh. mais on était habitués à se faire une place sur différents marchés. Donc quand tu arrives en plus avec une passion pour le livre, une Mmh. passion pour le coaching d'auteur, parce que c'est en fait à l'origine c'était ça l'ADN de la maison d'édition, c'était il y a beaucoup de gens qui veulent s'auto-éditer mais ils sont Bien sûr. perdus, ils savent Mmh. pas. C'est un monde très compliqué, C'est ça, ils savent pas par où commencer, et puis tout le monde n'est pas, auteur, marketeur, bien sûr. Ouais, il faut communicant, avoir tellement de casquettes, correcteur, graphiste, enfin ouais, c'est ça c'est demande énormément de compétences dans c'est des ça. domaines, Surtout, ouais. les auteurs qui ont une vie de famille à côté, qui ont des enfants, qui ont un job, souvent prenant. Je pense par exemple à L4, qui a quand même un taf avec beaucoup de responsabilités et qui lui prend pas mal de temps. Mmh. Donc moi, mon objectif au début, c'était vraiment de récupérer ces auteurs-là, de faire un coaching avec eux et de prendre des textes qui avaient vraiment du potentiel et pas forcément des textes parfaits. Et en fait, c'était tellement l'éclate de bosser sur ces textes qui étaient pas, parce qu'il y a des maisons d'édition, hein, ils attendent que ton texte il soit vraiment fignolé, Ouais. prêt à être publié Ils tel sont pas du quel. tout dans cette démarche, Bah, enfin, on en n'a tout cas, ils ont jamais. peut-être plus le temps, tu vois? Ouais, j'allais dire ils ont pas le temps, mais aujourd'hui on n'a plus le temps non plus, et pourtant on le fait parce que c'est Oui, notre ADN, et en fait c'est ce qui fait qu'on s'éclate encore dans notre travail et que c'est pas devenu non plus une usine. Après voilà, c'est des façons de faire différentes et chacun s'y retrouve, et enfin, Mmh. il y en a pour tout le monde, donc c'est ce qui compte. Mais moi, c'est ce qui me plaît dans ce qu'on fait, c'est l'accompagnement des auteurs, la relation avec eux, parce que bah, voilà, je viens pas du milieu de la romance, c'est pas là où je trouve le sens dans mon travail, mais plus dans le fait de réaliser le rêve de nos nouveaux auteurs. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que du coup, enfin, la niche principale, c'est la romance, même si on essaye un peu d'élargir le catalogue de ce qu'on publie. En fait, je voulais savoir comment tu avais abordé un peu, ce truc de te dire que tu vas éditer de la romance si c'est pas ce que tu lis? Alors, le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller regarder le best-seller du moment. Donc, je vais pas Ouais. citer de nom, mais On a cité beaucoup de noms dans ce podcast, donc non, mais je vais pas citer parce que j'ai un avis vraiment très ouais. négatif sur le roman. Donc, mon but, c'est pas Oui, non, bien sûr, bien de sûr. faire du tort à une concurrence, parce que j'ai beaucoup de respect pour cette maison d'édition en plus. Mmh. Mais en gros, c'est un livre qui a énormément de succès, qui est en série, un film et tout ça. Enfin, en série de livres, hein. Et en fait, la fin est tellement toxique avec un dénouement. Où j'étais là, genre, waouh, mais en fait, comment on peut tolérer que la fille elle revienne avec le mec, et en fait, je me disais, mais déjà, je trouve que le niveau d'exigence a pas mal baissé. Les rapports hommes-femmes, ils sont un peu tendus. Enfin, on n'est pas dans un rapport à l'amour qui est toujours très doux ou rêveur, ou je sais pas trop comment dire. Enfin, tu vois, il y a quand même quelque Ouais. chose d'assez Mmh. toxique. Faut toujours qu'il y ait plus ou moins du conflit autour de la relation pour Ouais. que ce soit, romantique un peu, ouais. Ouais, du coup, je me suis dit, bah, en fait, on va jouer avec ces codes-là. Ouais, on va garder le bad boy, il y a pas de souci. On va garder la nana un peu naïve et tout, parce que je pense qu'on s'y retrouve beaucoup, et que les clichés, bah, mine de rien, s'ils marchent aussi bien, c'est que Mmh. ça résonne quelque part. Bien Mais je me sûr. suis dit, on va jouer avec ça, et on va essayer de faire quelque chose de mieux. On va essayer de faire quelque chose de. En gros, mon objectif, c'était de me dire, si un jour j'ai une fille et qu'à 15 ans, elle veut regarder les livres sur lesquels j'ai bossé, Mmh. j'aurais pas peur qu'elle se dise que ça, c'est une bonne vision de l'amour. Qu'elle se dise ça, c'est acceptable, parce que bah, du coup, ma mère, elle a publié des trucs comme ça, elle a bossé Oui, sur ses d'accord, ouais. textes, Mmh. c'est validé Niveau en de ta fait. conscience, tu te dis: «C'est OK», Voilà, je veux pas qu'on pense que c'est ok en fait d'avoir ce genre d'histoire. Donc on joue avec les clichés, on garde les bad boys, on garde les histoires un peu compliquées, tout ça, Mmh. mais on fait en sorte que voilà, il y ait pas de qu'il y ait pas de, par exemple, tu vois, quand un truc qui revient souvent dans la romance, c'est la nana qui s'énerve, elle va mettre une gifle au mec. Ouais. Bah, en fait, moi, j'essaye de dire aux auteurs, bah attends, inverse le rôle. Si lui, il met une gifle, est-ce que c'est ok? Non, donc pourquoi on exprime sa colère en se tapant dessus? Bien sûr, ouais. Donc, Mmh. je leur dis, bah si tu trouves pas de manière d'exprimer la colère du personnage autrement, c'est que là, ta scène, elle est mal écrite. Oui, oui. Bah, tu Parce sais, qu'en ça excuse-moi, je te coupe la parole. Vas-y, vas-y. C'est du coup Pierre Dubolc de Sexo Psycho qu'on a reçu dans le podcast qui me disait, en fait, que souvent dans les livres, en fait, quand on en venait à écrire ce genre de scène, après, tu me diras si je me trompe, mais c'est qu'en fait, souvent, ouais, on est à une espèce de limite de ce qu'on arrive à exprimer, en fait, avec des mots, et que du coup, on écrit des scènes avec des gestes super violents comme ça parce qu'on sait pas faire autrement, et que du coup, effectivement, il faut peut-être restructurer tout le passage pour Oui, changer ça. complètement, en fait. C'est de se dire, bah là, pour moi, la scène, elle est mal écrite parce que t'as pas réussi à exploiter la colère du personnage, t'as pas réussi à mettre des mots sur ce que le personnage ressent pour de vrai, et t'as pas réussi à prendre une action concrète pour que le personnage pose ses limites. Ou... Après, je garde quand même à cœur que les livres, c'est pas des thérapies, que Bien les sûr. personnages, ils sont pas parfaits,
qu'ils peuvent pas tous réagir de la manière la plus saine possible, mais juste voilà, faire en sorte de pas véhiculer des choses, parce qu'en fait on ancre dans l'image collective, c'est ok quand une fille elle tape un garçon parce qu'elle est en colère, c'est ok parce que mais oui mais elle a moins de force, non, c'est pas ok de se taper dessus quand on n'est Bien pas sûr. content, peu importe avec qui. Donc voilà, c'est juste la manière dont j'ai trouvé du sens avec la romance et où je me suis dit bah en fait moi je suis très girly, j'aime beaucoup Les paillettes. les paillettes. Non, mais voilà, j'aime bien les comédies romantiques. J'ai mon petit catalogue de films à regarder sous le plaid avec un chocolat chaud et j'aime beaucoup ça. Et certes, dans les livres, bah, c'est pas ce que je recherche parce que en fait, c'est du divertissement et c'est pas le genre de divertissement qui, moi, me fait voyager. Mais il y a quelque chose à faire et puis en jouant avec ces codes et en donnant ce sens-là et en faisant une littérature où je pense tout le monde peut se retrouver, et on se dit pas bah là c'est excessif ou enfin il y a une vraie construction du coup on travaille vraiment avec les auteurs pour pousser le texte au maximum. Bah à partir de là il y avait plus de questions en fait romance ou pas on s'en fiche. Ouais. C'est des textes c'est des rêves en fait sur de l'imagination du voyage sur papier et puis voilà je réalise le rêve de personnes qui n'auraient pas forcément leurs entrées chez d'autres maisons d'édition parce que le texte n'est pas prêt à être publié tel quel. Et que bah, c'est un peu la norme aujourd'hui, tellement il y a de... Et du coup, tu as trouvé Enfin, toi et toutes les autres éditrices qui s'occupent des textes chez Cherry Publishing, il y a un genre d'équilibre qui a été trouvé avec les auteurs, j'imagine. Oui. Alors après, c'est vrai que parfois, il faut prendre plus le temps pour expliquer certains choix éditoriaux. Bien sûr. Et après, on n'a pas toute la même sensibilité. Moi, je sais que j'ai une plus grande tolérance à certaines choses. Il y a d'autres éditrices qui vont l'avoir un peu moins. Donc parfois, bah, après, c'est mon rôle en tant que directrice d'intervenir et de trancher entre l'auteur et l'éditrice. Et en tout cas, mon but, c'est vraiment que tous les auteurs publient un texte dont ils soient contents. On n'impose rien. J'ai aucune envie d'avoir un auteur qui est frustré, qui se reconnaît pas dans son texte ou qui a l'impression qu'on a imposé des choses. C'est un accompagnement. C'est vraiment... moi, je travaille avec les auteurs, pas à leur place et surtout pas pour qu'ils se sentent mal à la fin. Ça n'a aucun intérêt pour personne. Bien sûr, ouais, c'est sûr. Je fais des journées relativement de 12 heures globalement tout le temps. Donc, c'est pas pour en plus se prendre la tête avec les auteurs. Non, le but... après, voilà, parfois, il y en a qui n'ont pas l'expérience aussi. Donc, en fait, ils pensent que, par exemple, un commentaire qui aura été fait va être une décision arrêtée, alors qu'en fait, c'est une discussion. Oui, bien donc, sûr, ouais. Ça peut pour générer de la comprendre un peu le frustration. point de vue de chacun. C'est ça, ça peut générer de la frustration. Puis, je dis, mais attends, mais moi, je suis pas d'accord. Et puis là, on dit, mais attends, peut-être que je t'ai mal expliqué, c'est totalement ouvert, c'est juste des pistes. En fait, voilà, moi, je donne plein de pistes, et puis après, on voit ce qu'on peut suivre ensemble. Et puis, on a quand même des auteurs qui sont hyper ouverts, qui sont... je m'éclate avec mes auteurs, donc j'ai personne qui m'a dit un jour, à chaque fois qu'il y a eu à chaque fois qu'il y a eu une tension, ça partait d'un malentendu. Et en fait, quand on dénoue un peu le fil, on se rend compte qu'en fait, on est d'accord et qu'on tombe totalement d'accord. Parfois, c'est aussi parce que nous, on a tellement de charge de travail que peut-être on n'explique pas assez en amont. Là, tu pourras rediscuter, c'est une piste et tout ça. Donc, il n'y a jamais eu de souci. Et du coup, ça me fait me poser une petite question qui est est-ce que... Alors, il y a plutôt deux questions, mais elles tournent autour du même sujet. C'est est-ce qu'il y a une romance peut-être du coup que tu es fière d'avoir sortie dans la mesure où peut-être c'est un thème un peu particulier ou, par exemple, je pense à L'amour en A, tu vois, qui traite de l'autisme ou des choses comme ça. Est-ce que un des romans comme ça que tu es particulièrement peut-être fière d'avoir pu mettre en avant, ou est-ce qu'il y a des thèmes de ce type-là que tu aimerais mettre un peu plus en avant dans ce qu'on... L'amour en A, effectivement, c'est un texte sur lequel j'ai pris énormément de plaisir à travailler parce qu'en plus, tout ce qui est neuroatypisme, c'est quelque chose qui me touche particulièrement pour des raisons personnelles. Mais c'est un texte qui était assez sympa avec des personnages touchants. Et puis, j'aime beaucoup le fait qu'on arrive à proposer des histoires différentes qu'on ne retrouve pas ailleurs, et ça sort vraiment du cliché du millionnaire. Et alors on peut s'éclater sur des histoires de millionnaires parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, on peut beaucoup jouer avec ces clichés-là, mais ça change. C'est pas du vu et revu, et L'amour en A, c'est un très très bon exemple. Moi, j'ai Breath of Hope dans la tête aussi. Oui, Breath of Hope qui est... alors, il faut savoir que je suis une grosse guimauve. J'ai adoré Me Before You. Je regarde le film régulièrement. Le livre est une pépite. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce texte, je me suis dit
Ouais, il y a une vibe. Alors, pas Ouais. juste parce que c'est un mec dans le fauteuil ou, Oui, bien sûr. mais c'est parce que vraiment dans la construction des personnages, alors il y a une vibe parce que c'est un texte que j'aime beaucoup, donc forcément j'étais contente de retrouver des choses dans les Ouais, thématiques, mais bien sûr. c'est pas du tout un texte qui copie. Ça arrive, hein, parfois on reçoit des manuscrits, on Tu sent sens qu'il y a une grosse ouais, on influence. sent que c'est presque de la fanfic, quoi. Là, non, Mhm. c'est un manuscrit qui a vraiment sa propre identité. Voilà, ça parle quand même d'un mec qui revient de la guerre et tout ça. Mhm. Mais c'est un très très bon texte avec des personnages qui sont forts, qui sont touchants. Et puis voilà, c'est quand même important aussi de parler du handicap Bah ouais. dans les relations amoureuses parce que je pense que c'est l'amour, c'est un peu ce qui nous porte tous, hein, on va pas se mentir. C'est aussi pour ça que ça marche aussi bien. C'est aussi pour ça qu'on est tout un peu niaises Mais oui, devant oui. les comédies romantiques et tout ça et que on veut tous une happy end à la fin. Donc, ouais, Breath of Hope, c'est un très bon livre. Et après, sur des thématiques alors qui sont moins. Comment dire sur des thématiques qui sont moins basées sur la différence, l'inclusivité ou des choses comme ça, il y a des textes sur lesquels je m'éclate et qui sortent vraiment du lot aussi. C'est tout ce qui va être thriller avec romance, par exemple Oui. Else Lover. Mhm. Pour moi, c'est une de mes sagas préférées. Et en plus, Claire Bertomi est une auteure, c'est un sucre. C'est travailler avec elle, c'est à chaque fois que j'ouvre un mail d'elle, c'est un rayon de soleil. Donc, Mais c'est bien, ça permet de mélanger plusieurs genres un petit peu, puis peut-être des gens qui sont, tu vois, par exemple, qui sont un peu thriller, mais qui lisent un peu moins de romance ou inversement, peut-être un peu, tu vois, de les faire sortir de ce qu'ils ont l'habitude de lire. oui, c'est ça. En fait, c'est par exemple moi qui suis pas du milieu de la romance à l'origine, c'est totalement le genre de livre que je peux lire le soir pour me détendre parce que voilà, il y a ce côté enquête derrière. Ouais. Mhm. Vraiment, elle nous tient en haleine. On sait jamais qui est responsable de quoi. Enfin, elle a créé un univers et ce qui est marrant, c'est qu'elle a commencé avec le Club des connards, qui est quand même à la fois avec une façon d'écrire qui est très différente de ce qu'on retrouve dans la romance en général, qui a un côté plus littérature contemporaine, plus incisive peut-être, je dirais. Et puis là, petit à petit, elle se dirige vers le thriller psychologique avec de la romance qui est quand même... il y a une tension, hein, quoi. Ouais. Vraiment, t'as envie qu'il se passe des trucs, tu vois. Elle dose très, très bien la chose. Et puis là, elle nous prépare l'Arcane sans nom aussi, qui va être un autre thriller avec de la romance et où... En fait, elle te retourne le cerveau et en même temps, il y a un côté où ça reste du divertissement. Tu sais, c'est pas le genre de lecture où Oui. elle te retourne le cerveau, mais c'est pas elle te donne mal à la tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est le genre de texte où c'est très, très chouette de travailler dessus aussi. C'est très cool. D'ailleurs, là, à l'heure où sort cet épisode, on peut déjà vous dire que le tome 2 de Else Lover va très prochainement arriver chez Chéri Publishing. Le donc, 30 juillet. Donc, on espère que vous serez nombreux à bien l'accueillir. Le tome 1 avait été super bien accueilli. Ouais, et donc, il fonctionne toujours très, très bien, mais je suis pas étonnée. Ouais. Vraiment, il a un succès Tu penses tout que à le fait tome mérité. 2, tu penses que le tome 2 Il y a aura intérêt parce Ouais. qu'avec la fin du tome 1, je ne comprends Oui. pas les gens. Même moi, pendant que je faisais les parties éditoriales, j'étais là genre ok, on reste concentré sur ton travail, mais je voulais savoir la fin. Tu sais, t'as limite envie d'aller plus vite pour savoir. Donc non, elle sait nous tenir en haleine. Bah, du coup, j'aimerais recentrer un peu sur toi, dans la mesure où en fait, tu l'as dit un peu plus tôt et c'est un secret pour personne, mais je veux dire, du coup, tu es autrice en même temps d'être éditrice. Ouais. Et en fait, j'aimerais te demander ce que ça a pu t'apporter comme nouvelle vision, peut-être sur ce que tu écris, sur ta manière d'écrire, sur ton process, je sais pas trop, d'être à la fois dans le rôle de la personne qui va accompagner l'auteur et d'être aussi l'auteur sur d'autres parties de ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je trouve que ma plume a pris beaucoup de maturité. Mhm. Après, bon, forcément, aujourd'hui, j'ai 26 ans. Bien Quand sûr. j'ai sorti mon Ouais. premier roman, j'en avais 19. Donc, heureusement, en ces temps, il y a eu quand même une évolution. Vraiment. La vie fait que. Mais par exemple, je suis très, très critique envers moi-même et envers mon travail. Et, mon premier roman, c'est un roman ado. Voilà, c'est de la dystopie young adult. Mais je trouve qu'il va un peu vite et j'étais avec une petite maison d'édition qui l'a publié un peu tel quel. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a souvent peu d'accompagnement sur les textes, c'est pas tous les éditeurs qui le font. Et donc aujourd'hui, avec cette nouvelle casquette et cette expérience, j'ai quand même travaillé sur une centaine de textes, donc tu repères vite en fait les moments où c'est un peu agaçant, les longueurs, le rythme. Quand j'écris, pour moi, c'est vraiment comme une musique en fait, à mon oreille.
je sais pas comment dire, genre les phrases, il y a une musique qui se met en place. Ok, je savais Donc, pas du tout qu'on pouvait voir ça comme ça, c'est assez marrant. si, et souvent les auteurs d'ailleurs, alors je me dis, mais parfois ils doivent pas comprendre ce que je veux dire, parce que pour moi c'est tellement logique, mais c'est tellement dur à exprimer en Bien mots. sûr, ouais. Souvent je leur dis, attention à ton rythme, Oui, d'accord, ouais. tu vois, Donc faut vraiment être dans cette idée, cette façon ouais, d'écrire pour comprendre parce ce que que ça veut parfois, dire. tu as des phrases, elles t'essoufflent, il manque une virgule ou un point, et en fait, juste, tu vas déplacer un mot, ou tu vas en changer un, tu vas rajouter un point, et tu vas scinder une phrase. Ça va tout changer, et en fait, ça va donner un impact très différent à ta phrase. Et tout ça, en fait, ça m'a permis d'avoir un regard beaucoup plus clair et de l'appliquer, en fait, dans mes textes. Et aujourd'hui, je commence à bosser sur un nouveau texte de science-fiction, et je vois que c'est beaucoup plus moi, en fait. D'accord, ok. Parce qu'à force aussi d'avoir ce regard très critique tout le temps sur des textes, ça te permet de voir ce que toi t'aimes ou pas, et t'es plus quand t'es jeune et que t'écris tes premiers romans, c'est vrai que souvent t'essayes alors pas de copier, mais d'atteindre quelque chose qui est déjà existant en fait. Tu te donnes peut-être moins de place à toi. Là, j'écris en tant que Pauline. J'écris pas en tant que il faut absolument que je sois crédible, que je m'autorise plus de choses. Je me fais plus plaisir aussi, je pense. Parce que je me disais, ça doit être assez compliqué du coup d'appliquer cette rigueur que tu donnes aux autres envers toi-même. Alors, non, parce que je pense que je suis 1000 fois pire avec moi que je suis avec les autres. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas trop. Moi, j'écris pas de romans, donc j'ai pas. Après, bon, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on est toujours super critique envers nous-mêmes, mais c'est vrai que je me dis, c'est tellement un monde dans lequel tu baignes tout le temps, tous les jours, que ce soit sur tes textes ou ceux des autres. Je me dis, au bout d'un moment, est-ce que tu arrives à garder cette critique quand c'est toi, tu vois, ou au contraire, t'es plutôt dans un truc de là, c'est mon texte, je laisse un peu, tu vois. Non, parce que je sais que j'écris pour être lu, dans le sens où voilà, je Ouais, suis déjà publiée. bien sûr. J'ai perdu depuis longtemps déjà le fait d'écrire vraiment dans mon coin, juste pour rêvasser. Ça, à la limite, c'est quand le soir, j'arrive pas à dormir et que je fixe un peu le plafond, tu vois. Ouais. Mais sinon, quand je suis devant un texte, je sais très bien que je vais avoir un contrat d'édition à la clé. Là, mon prochain, il sort chez Hugo Roman. Enfin, voilà, c'est quand même aussi des grosses opportunités. Ouais, bien sûr, bien sûr. Où tu sais que t'es attendu, tu sais que tu vas être lu, donc tu... Il y a je sais pas, c'est comme un interrupteur dans ta tête, quoi. Ça devient un vrai exercice. Ouais, puis c'est des automatismes, en fait, c'est acquis, tu vois. C'est comme, je sais pas, quand on t'apprend une phrase, c'est sujet, verbe, complément, en fait, après, tu peux jouer un peu avec quand t'es auteur, mais tu sais que ça va être comme ça, ta phrase. Tu vas pas mettre les mots dans le désordre. Moi, c'est pareil, en fait, une fois que j'ai compris et que j'ai intégré le fait que moi, je préfère quand le rythme, il est comme ça, que les dialogues, il faut que ça aille droit au but, qu'il faut toujours que ce qu'on met dans l'histoire, ça desserve l'histoire, de pas... parce que c'est un gros défaut aussi, c'est que parfois, surtout dans la fantasy, des choses comme ça, les auteurs aiment tellement l'univers qu'ils ont créé qu'ils veulent tout dire. Ils veulent trop en dire. Et du coup, ça a créé des longueurs, ça a créé des moments où ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, quand tu fais des coupes, parfois, tu as des très jolies phrases que tu veux pas couper. Et ça, c'est dur. Moi, en fait, il n'y a plus de questions qui se passent. C'est vraiment, je suis devenue... une vraie machine d'écriture. Ouais, un capot, quoi. J'arrive et blam. J'ai plus peur de supprimer des pages entières ou... Il y a plus ce côté-là un peu trop... je sais pas, parfois, on se regarde... C'est pas qu'on se regarde écrire, mais il y a parfois un peu trop d'attendrissement envers ce qu'on a produit. Et à un moment donné, tu sais que non, ça marche pas comme ça, et que si tu veux arriver à tes fins, il faut aussi se montrer dur envers soi-même. Et ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai jamais eu trop de mal, donc ça y va. Mais excuse-moi, vas-y. Oui, non, vas-y. J'allais dire vraiment, je trouve ça super intéressant parce que, à part écrire des petites choses, quand t'es un peu jeune et tout, moi j'ai jamais eu vraiment cette rigueur, et c'est vrai que j'ai du mal à me mettre en tête qu'un truc aussi imaginatif, un peu où tu pars, tu vois, peut devenir quelque chose d'aussi rigoureux, et où justement, comme tu dis, il y a des automatismes, etc. Je trouve ça super intéressant. Et en plus, chaque auteur, visiblement, j'ai un petit peu discuté avec d'autres auteurs de Cherry Publishing, chacun a ses petits rituels. D'ailleurs, est-ce que tu as un petit rituel, toi, d'écriture Alors maintenant, moins. Après, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas écrit. Là, dernièrement, ça a été un petit peu dur de trouver du temps pour moi. C'est quelque chose que j'essaye de ménager. Mais sinon, ça va souvent être avoir une boisson chaude, donc un thé, généralement. Ouais, c'est quelque chose qui revient beaucoup, ça, le petit... Ouais, mais en fait, tu sais que ton cerveau, il se programme, en fait. C'est aussi pour ça que je te parle d'automatisme. Et je sais que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un avec énormément de discipline. Je peux me lever tous les jours à 6h du matin pour aller faire du sport, pour après commencer à bosser à telle heure. Enfin, j'ai vraiment énormément de discipline, et du coup, je suis pas étonnée sur le fait que ça marche aussi bien, ces petits hacks, si je puis dire. C'est comme un bouton, là, c'est le moment d'écrire. C'est ça, et en fait, y en a, ça va être juste un petit truc, ça va être se mettre dans telle ou telle pièce, ou d'avoir telle boisson, ou de...
Moi, c'est un peu plus... déjà, j'ai un trouble de la concentration. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai aussi besoin de me conditionner, me dire, OK, là, c'est ton moment. Mhm. Et d'enlever tout ce qui parasite ma tête. Et quand tu gères une boîte, c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses Surtout qui peuvent parasiter la tête, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, là, dernièrement, je gérais la boîte, je faisais les chroniques à la radio, je prépare mon cours parce que je donne aussi un cours dans une école de commerce de temps en temps. Enfin, t'as des missions de rédaction qui peuvent tomber aussi pour pas perdre la main, parce que c'est important de garder sa plume affûtée quand on a la prétention d'accompagner les autres. Ouais, c'est comme le dessin, quoi, ça se C'est perd. Donc, quand tu veux te mettre après sur ton texte, où techniquement c'est ta passion et c'est là où tu lâches Ouais, un peu prise ouais. et tu kiffes, en fait, t'es là, genre, mais attends, est-ce que j'ai bouclé tel dossier? Quel enfer! Tel auteur, il m'a envoyé un mail et est-ce que j'ai répondu? Ah ouais, mais si je réponds pas. Enfin, voilà, il faut vraiment que t'aies un espèce de process avec des étapes où tu te dis, la finalité, c'est que je suis prête à écrire, quoi. Ouais, du coup, souvent, je change de pièce. Je me noue beaucoup les cheveux. Souvent, c'est un chignon flou. Mais, ok, marrant. besoin Première de fois que j'entends dégager ça, le mais visage. ok. Alors, je pense. Alors là, c'est petit dossier sur moi. Mais quand j'étais ado, j'étais une grande fan de la série des désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. Et en fait, Violette était mon personnage préféré parce que c'était une fille qui était hyper badass. Ça t'attache un ruban, non? Ouais, et elle avait plein d'inventions. Et du coup, je sais pas pourquoi, je pense que quand j'étais petite, j'ai eu ce truc, parce que j'ai toujours écrit et je pense que j'ai toujours eu ce truc de me dire, faut que je me dégage les cheveux pour faire comme Moi, c'est marrant que ça t'ait suivi aussi longtemps. En fait, je pense que le truc s'est programmé dans mon cerveau et c'est vrai que quand je dois être très concentrée sur un truc, j'ai souvent le réflexe de m'enlever les cheveux du visage, puis j'ai les cheveux très longs, qui ont tendance à quand même beaucoup se mettre dans mes yeux. Donc, je les attache et une voix sont chaudes et chaudes. Et puis aller dans des cafés aussi. Ça m'arrive souvent. Alors après, je me déconcentre très très vite parce que je me fais parasiter par toutes les conversations des tables à côté. Mais d'un côté, c'est aussi le taf de l'écrivain d'observer les gens. Donc oui, bien sûr, je prends pas ça comme des pertes de temps ou comme des échecs. Je me dis, ok. Inspiration plutôt. Ouais, c'est ça. Ça reste dans un coin de ta tête, puis à un moment, ça ressortira. Parfois, tu vois des trucs à travers la vitre et tu dis, ça, je peux l'intégrer. Ok, non, mais c'est sympa d'en apprendre un peu plus, toujours, je trouve, sur les... Parce que ceux qui nous écoutent sont à la fois des auteurs, des auteurs de Cherry Publishing, mais aussi pas mal de lectrices. Donc des fois, je pense que tu as beaucoup peut-être qui aspirent à écrire des textes, qui écrivent un peu de leur côté. Je trouve ça sympa un peu d'avoir les dessous des habitudes un peu des gens qu'on lit. Et j'aimerais, si ça ne te dérange pas, un peu me pencher sur le livre que tu as publié chez Cherry Publishing. T'en as d'autres évidemment, mais j'aimerais me concentrer sur celui-là, qui a été du coup réédité en mars cette année. Qui s'appelle Là-haut dansent les étoiles. Et déjà, est-ce que tu peux juste nous présenter peut-être ce livre, le contexte dans lequel tu l'as écrit? Alors, Là-haut dansent les étoiles, c'est un roman que j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Et que dans la version finale est venue à la vie quand j'en avais 26. Donc autant vous dire que c'est une histoire qui m'a pas laissé beaucoup de repos. Ouais, elle t'a beaucoup suivi, ouais. Ouais, je pense que c'est peut-être les personnages qui m'ont le plus hanté. Et ce qui était assez fou, c'est quand j'étais ado, je me revois parfois... tu sais, quand tu vas quelque part avec tes parents, en voiture, tu es sur la banquette arrière et en fait, limite, presque je voyais les personnages à côté de moi. Ça fait complètement psychopathe de dire ça comme ça, mais ils étaient tellement présents dans ma tête et tellement tout le temps là. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a été une histoire aussi difficile à mettre en forme et à qui donner sa forme finale. Bien sûr, ouais. Parce qu'il y avait beaucoup à dire et qui me laissait jamais tranquille et que l'histoire, elle n'arrêtait pas de s'étoffer. Bon, après, quand on est auteur, il faut aussi savoir lâcher prise. Bien sûr. Mais du coup, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, donc Alex et Alana, qui sont passionnés par la musique. Et ils ont été adoptés par un couple russe fortuné. Et le problème, c'est qu'ils vivent un peu dans l'ombre de ses parents qui sont des oligarques, donc avec quand même beaucoup de réputation, de renommée. Et en parallèle, le fait d'être adopté, donc Alex sait d'où ils viennent, mais Alana non. Donc ce poids de pas vraiment avoir de racines, pas réussir à avoir sa propre identité. Et donc ils se plongent dans la musique et c'est vraiment la musique qui va les porter et qui va leur permettre de s'émanciper. Et ils partent à Londres pour réaliser leurs rêves en se disant que plus ils seront loin de leurs racines et plus ils auront de chance d'être heureux et de se réinventer. Sauf que ils embarquent sur la tournée d'un chanteur très très mignon, mais aussi très très toxique, qui va pas avoir forcément la meilleure des influences sur Alana. Et c'est une fratrie qui est très fusionnelle, mais Alex, autant par la société de production que par le comportement d'Alana, va se retrouver petit à petit détaché de sa sœur. Et sa sœur qui craque sous la pression médiatique, sous la peur de ne pas être à la hauteur. Donc c'est une histoire à la fois avec beaucoup de glamour, beaucoup de paillettes, un côté assez un peu gossip girl, tu vois, avec sa flirt.
c'est vraiment le monde de la gloire et puis à côté, le revers de la médaille avec, une forme de mélancolie et quelque chose de très sombre aussi Ouais, il est qui grave un peu hein, comme roman, je trouve. ouais. Mhm. Ouais, bah, ça parle aussi d'anorexie, donc Bien c'est vrai sûr. que c'est un roman qui jongle un petit peu voilà, entre les paillettes et l'envers du décor. Et du coup, pourquoi t'as... Alors, il y a une partie de la réponse que tu nous as donnée qui est que tu l'as écrit assez jeune à la base. Pourquoi tu as voulu le rééditer? Qu'est-ce que tu as voulu changer en fait dans l'histoire quand tu as décidé de le reprendre? Je pense que dans la version initiale, bah, déjà j'étais assez jeune, donc j'avais pas, l'écriture que j'ai Ouais, aujourd'hui. bien sûr. Donc c'est ça déjà, j'avais envie de le reprendre, ne serait-ce que pour faire honneur à Alex et à Lana, Ouais, leur donner vraiment vie, tels qu'ils existent pour moi. ouais. T'avais la sensation peut-être que t'avais pas complètement dit. C'était pas abouti pour Ouais, moi et puis il y avait aussi ce côté, bah, c'était il y a 11 ans, donc il y avait pas autant l'influence des réseaux sociaux et je me suis dit: «C'est une histoire où on peut faire tellement plus bien que sûr. ce qui était à l'époque». Donc j'avais vraiment envie de le reprendre et de creuser, toute cette piste et comment, le regard permanent des autres et on se met tous en scène tout le temps, en fait. Je pense que ça a toujours été le cas dans l'humanité, tu vois? On a toujours fait en sorte de se montrer sous son meilleur jour et tout ça. Puis on Mais genre s'adapte un petit peu à la situation. oui, mais aujourd'hui, bah, tu un produit, enfin, tu passes ton temps à te mettre des filtres sur la gueule pour être présentable parce que tu te supportes pas comme tu es. N'importe qui peut venir te descendre ta confiance en toi en un commentaire. Il faut que tu sois le plus drôle, le plus beau, le plus machin sur les applications de rencontres. Faut que tu te vendes au mieux sur LinkedIn. Enfin, tu vois, il y a un côté où tu es en représentation permanente tout le temps. Mhm. Et tu as un rapport qui est quand même bien biaisé aussi avec tous ces filtres, toute cette mise en scène Instagram, tout. Voilà, tu cherches toujours ton meilleur profil. Donc voilà, pour quelqu'un qui est exposé aux yeux du public et qui a tous ces outils-là à disposition, il y a ce côté, bah, t'as pas de répit. T'es à la fois. Flatté et Ouais, peut-être. tu peux avoir une validation constante en même Ouais. temps. Donc il y a quand même moyen que de sombrer dans une sorte de schizophrénie Clairement. complète et de te faire bouffer. Mhm. Et du coup, j'avais vraiment envie d'explorer ça dans ce livre. Et c'est quand même un pari assez risqué de l'avoir publié chez Cherry Publishing, je trouve. Bah, en fait, je me voyais pas le publier ailleurs. Ouais. Je pense que j'aurais pu tenter. Après, c'est vrai que c'est un roman. Il a tellement évolué. Il a pas été écrit avec une cible en tête, en fait, à la base. Bien sûr, ouais. Aujourd'hui, je n'aborde pas mes textes de la même manière. Ils sont déjà presque marketés avant d'exister. Mais là, c'est un texte peut-être le plus sincère que j'ai écrit. Alors bon, j'en ai écrit. J'en suis au 6e, tu vois. Mais Oui, bien sûr, mais... il y a une forme de fragilité et de, je sais pas, un peu de, tu vois, à la fois il y a de la romance, à la fois il y a du Oui. contemporain, à la fois il y a ce côté très sombre. Oui, qui je te est dis un peu, risqué justement parce que je ouais, trouve qu'il y a des thèmes et qui du sont coup, un peu difficiles, tu vois, et je me ouais, dis... mais du coup, en fait, je me voyais pas aller ailleurs que dans la maison que moi j'ai créée. D'accord, ok. Puis c'était aussi une façon de faire le pari et de voir ce que Cherry Publishing était capable de faire pour des textes, Ouais. de voir si on pouvait s'ouvrir à d'autres choses, s'il y avait de la demande. Et en fait, bah, à la limite, si ça marchait pas, je m'en fichais un peu parce que bah, c'est mon texte, tu vois, je décevais pas quelqu'un. Bien sûr, Je ouais, prenais carrément. pas le pari sur quelqu'un d'autre. Et à la fois, bah, je gardais la main dessus, je pouvais voir jusqu'où il allait. Et ça me convenait comme ça, parce qu'honnêtement, je me voyais pas en faire quelque chose de différent pour dire, bah, comme ça, il vendra. C'était l'occasion de faire un test, l'occasion de rester un peu à la maison aussi. Oui, Tu non, vois, puis c'est cool, c'est ouais. familial, quoi. D'avoir un texte à toi dans ta maison C'est d'édition, ça. tu te dis... Il y a une forme de fierté. Puis, tu vois, comme ça, Audible m'a proposé de le signer aussi. Oui, c'est vrai, ça, tu peux nous... Ouais, bah, j'ai quand même. Alors, j'ai une super relation avec les personnes qui gèrent Audible et ce sont des crèmes. Et du coup, bah, j'ai eu l'honneur de voir mon texte adapté avec les voix de Kelly Maro et Théo Frilé, qui sont les voix françaises de Jennifer Lawrence et Eddie Redmayne. Donc, comment te dire que je me la pète grave. Et ça t'a pas fait bizarre de l'entendre Si. Ouais. Mais en fait, j'ai du mal à me dire « Ah, c'est moi qui ai écrit ça !» Oui, bah, Il on y a eu presque quelques une retours comme dissociation. ça. Ouais. Mais ouais, non, c'est super. Après, tu vois, par exemple, dans le fait de se publier soi-même dans sa propre maison d'édition, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, l'exigence, Bien sûr. avoir la discipline envers soi et tout.
Par contre, c'est hyper dur d'être sa propre éditrice. Parce que c'est vraiment 2 métiers très différents et du coup, Ouais. ça veut dire que tu sors ton texte sans que personne n'ait le regard extérieur. Ok, ouais. Donc tu vois, c'est un peu comme en auto-édition, ça peut être très très casse-gueule. Donc Mhm. je l'ai fait avec ce J'imagine que texte. tu as la sensation que tu peux toujours repasser dessus. Oui, c'est dur de lâcher prise Mhm. du coup. Mais là c'est sûr, je lâche prise parce que j'ai vu que je me prenais trop la tête. Ouais, Enfin, en fait, la perfection, elle n'existe pas. Il bien y a un sûr. moment où il faut dire, ok, on passe à autre chose. Là, j'ai la sensation d'être allée au bout. Mhm. Mais voilà, je sais que mes autres textes, j'irai dans d'autres maisons d'édition parce que il y a des tas d'éditeurs qui font un travail magnifique Bien sûr. et c'est un privilège aussi, tu vois. Il y a le côté validation, forcément, quand tu Oui. reçois un contrat Mhm. d'édition, t'es De quand quelqu'un même. d'extérieur qui va lire ton histoire. C'est ça, Ouais, tu dis ok, c'est bon, j'ai encore. Enfin, t'as besoin de te prouver des choses aussi. bah ouais. C'est trop facile en fait de me dire, sinon je me signe, je me mets que moi en avant. Et puis en plus, j'arrive pas à vendre mes Bah ouais. textes parce que je me dis, en fait, ma maison d'édition, elle est là pour mes auteurs. Ouais. Voilà, je suis là pour les aider à réaliser leurs rêves à eux. Donc c'est Mhm. dur de me dire, ah bah attends, pense à te faire de la pub à toi aussi. Ouais, En vrai, si t'étais pas là, je pense que le texte, tu serais nulle part. merci. Mais du coup, c'est bien aussi Bien sûr. se faire prendre en charge et un peu chouchouter. Ouais, puis il y a aussi le truc de après à chaque fois je précise, mais c'est vrai que moi enfin, tu peux totalement me dire si c'est faux ce que je dis, mais le fait que comme ce que tu disais un peu, c'est une discipline, c'est un exercice où tu disais bah tu sais comment dire, une plume ça s'entretient un peu, tu vois, et de se dire le fait d'avoir la validation extérieure, de te dire ok je suis toujours enfin, je veux dire la rigueur que tu t'imposes elle est pas là pour rien, tu perds pas, tu vois. C'est ça, Mhm. c'est ça. Ça me permet de garder un certain niveau d'exigence. Bah, alors, je l'aurais quand même si je restais en Oui oui. auto-édition ou Mhm. quoi que ce soit. Mais Bien il y a un sûr. côté où tu te dis, à un moment donné, peut-être que si tout le monde te disait non, il y aurait Oui. peut-être un Mhm. signe à prendre. Tu vois, Mhm. c'est peut-être Ouais. que ton texte, en fait, tu l'as écrit parce que tu en avais besoin, mais c'est comme les gens qui veulent absolument forcer pour publier leur bibliographie alors qu'ils n'ont jamais rien fait de Ouais, spécial. Tu vois, ça arrive très souvent. bien À un sûr. moment donné, tous les livres sont pas bons à être publiés, mais ça veut pas dire qu'il faut pas les écrire. On peut les écrire pour soi, on peut les Mhm. faire. Complètement. Il y a des tas de sites où tu peux tirer des exemplaires limités de ton livre si tu veux les donner à ta famille. Parfois, c'est bien aussi de savoir lâcher prise et de se dire là, ça Mhm. vaut pas le coup. Donc, c'est une forme aussi, c'est un peu une aiguille, quoi. Enfin, une boussole, pardon. De se dire, là, ok, on me dit, il y a tant de maisons d'édition qui sont intéressées, ne serait-ce qu'une déjà, c'est bien. Bien sûr, ouais. Sur mes Mhm. 2 derniers, à chaque fois, ça jouait entre 2 maisons d'édition. Bon, c'est quand même un bon signal, ça veut dire Oui, voilà, c'est que ça, tu ouais. t'es pas fait Mhm. chier pour rien. Oui, oui, c'est clair qu'il y a ça, il y a un peu ça aussi. Bah, écoute, moi, je ne peux qu'encourager les gens à lire Là-haut dansent les étoiles. Moi-même, j'ai pleuré à la fin, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je pense. Donc voilà. Et bah, j'aimerais moi, alors, du coup, il me reste 2 questions. La première, elle est plus pour toi personnellement. C'est quoi tes futurs projets? Tu nous disais que tu avais des romans là qui arrivaient dans d'autres maisons d'édition. Est-ce que tu peux rapidement en parler pour les gens qui sont intéressés tout simplement par ton travail en tant qu'autrice? Oui. Alors, j'ai signé un roman avec City il y a 2 ans, qui a malheureusement été beaucoup, beaucoup décalé avec le Covid. Covid. Mais là, Mhm. normalement, il sort en janvier. Ça devait être cette année, mais il y a encore eu des petits décalages. Mhm. Je peux pas donner le titre définitif. Ah, Mais désolée. en fait, c'est que pour l'instant, il est pas arrêté, mais ce Ouais. serait Danser sur les cendres. Ok. Mais c'est pas. Enfin, peut-être que ce sera pas ça. Titre provisoire. Voilà. Et sinon, il y a La solitude des grandes villes qui sort chez Hugo Roman en janvier aussi. J'ai commencé à recevoir mes premières maquettes de couverture. Donc là, tout se concrétise. Je suis très excitée par ce projet. Et sinon, j'essaye de me forcer à reprendre l'écriture, Mhm. parce que là, ça fait un petit moment. Et donc, un projet de science-fiction collaboratif. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est Pauline Perrier avec le petit tiré du 8. Mhm. Et c'est vrai que régulièrement, je pose des questions, je fais des sondages et les gens m'aiguillent pour l'écriture de ce roman. Et là, j'ai très, très envie de le reprendre parce qu'il me manque. Il y a un petit côté roman dont vous êtes le héros Ouais, avec les petites questions que tu poses. Ouais, c'est assez intéressant et j'ai un petit peu hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, bah, mon autre question est plutôt pour Cherry Publishing, du coup. Euh, qu'est-ce- Quels sont tes projets futurs un peu pour la maison d'édition? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu veux lancer? Parce que tu vois, là, on a le podcast qui est un format un petit peu différent. On a les livres audio qui viennent d'arriver et tout ça. Donc, est-ce que toi, tu as des aspirations, des choses que tu aimerais développer vu que la partie qui me plaît vraiment le plus dans mon travail, c'est l'accompagnement des auteurs, avec Simon, on aimerait beaucoup développer une formation vidéo. Donc, pour aider un peu tous les auteurs qui savent pas forcément par où commencer, qui Ouais. n'osent pas se lancer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent, Oui, mais qui qui ont n'osent peur pas se aussi. Hein. lancer.
Donc voilà, on aimerait prévoir cette formation vidéo. Après là, c'est vrai qu'on est un petit peu sous l'eau parce que on a toujours beaucoup de manuscrits. Là, c'est l'été, il y a Noël qui se prépare, donc ce sera peut-être plus quelque chose pour la fin de l'hiver, quand on pourra souffler un petit peu plus. Bien sûr, ouais. Mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Qu'est-ce qu'on a? On a les livres audio qui ne cessent de prendre de l'ampleur. On a le super livre de Sexo Psycho, donc Pierre Dubol, qui est en préparation et j'ai très hâte de travailler dessus. Donc on va passer sur des guides pratiques, des livres plus pratiques. Et c'est une collection que j'avais vraiment à cœur de développer depuis un moment, donc je suis super contente de pouvoir bosser dessus. Et puis après, le rêve ultime, c'est d'avoir notre première série ou notre premier film chéri. On a hâte de voir quel sera l'élu. Oui. Mais je pense, je suis assez confiante quand je vois l'intérêt qu'on a de la part de boîtes de prod. Ça devient de plus en plus régulier, ce genre de contact. Donc je suis confiante. Puis on a quand même des auteurs qui font des petits bijoux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est chouette. Écoute, en tout cas, moi, je te remercie d'avoir pris le temps de participer à ce dernier épisode de la première saison de Cherry on Top. La deuxième saison qui reviendra normalement en octobre avec des invités de qualité toujours et des nouveaux petits concepts. Donc écoute, je te remercie une nouvelle fois et puis au plaisir de te réécouter peut-être dans la deuxième saison pour voir où ça en est. Avec plaisir et merci à toi pour ce temps de parole. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser. Et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. À bientôt pour un prochain épisode.